Les chefs d'État du G5 Sahel se sont retrouvés ce mardi à Niamey pour une conférence sur la sécurité et le développement de leur pays. Le président du Faso a pris part à cette rencontre dont les conclusions sont très attendues pour intensifier la lutte contre les groupes terroristes dans les pays concernés. Nous sommes le 6 février, journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Mettre fin au MGF est une décision politique selon le thème de cette journée au plan national. L'épouse du chef de l'État qui a présidé la cérémonie commémorative de cette journée appelle les élus locaux à plus d'action pour éradiquer cette pratique au Burkina Faso. La polémique continue autour de la baisse de la production cotonnière pendant la campagne écoulée. Cette fois, c'est un collectif d'une cinquantaine d'associations qui se prononcent sur les raisons de cette baisse. Une baisse qui serait due à la mauvaise pluviométrie et non à la mauvaise qualité des intrants que la Sofitex a distribués aux producteurs. À l'international, depuis hier lundi, un mouvement de panique envahit les marchés boursiers. Ces marchés connaissent une dégringolade aux États-Unis, en Europe et en Asie, alors que les investisseurs redoutent une inflation généralisée. Les experts parlent d'une baisse passagère de la bourse et rassurent que l'économie mondiale se porte bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, la sécurité et le développement des pays du G5 Sahel sont actuellement en discussion à Niamey. Les chefs d'État des pays concernés ont tenu leur 4e conférence ordinaire dans la capitale nigérienne. Ils ont donné les orientations sur divers projets de développement et apprécié le niveau de mobilisation des ressources pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Le président du Faso a pris part à ce sommet aux côtés de ses homologues du G5 Sahel. À l'ouverture des travaux, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a passé le témoin au Nigérien Mahmoudou Issoufou pour la présidence du G5 Sahel. Nous reviendrons sur la tenue de cette rencontre dans nos prochaines éditions. L'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel est véritablement attendue pour fin mars 2018, mais déjà le commandement de cette force dit avoir mené avec succès sa 2e opération, baptisée Payali, qui signifie tonnerre en langue nationale Peul. Une opération réussie grâce à la bonne coordination des différentes équipes sur le terrain. En marge de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, le commandement de la force conjointe a animé une conférence de presse hier à Niamey. Le point avec Draman Dadien. Dans le cadre de la montée en puissance de la force conjointe. Général Didier Dako et son staff face à la presse. C'est une première depuis la création de la force conjointe du G5 pour lutter contre le terrorisme au Sahel. À Oubi, sa première opération fut un échec. C'était en novembre 2017. Et pour la 2e opération baptisée Panyali ou Tonnerre, qui s'est achevée le 29 janvier dernier, la moisson entre Boulekessi au Mali et Nassoumbou au Burkina est du goût des officiers. Au résultat, plus d'1 millier de munitions de petit calibre dans les caches d'armes, une mine anti-char et des matériels servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été décelés et détruits. De même, une arme de marque AK-47 et 8 motos abandonnées par les terroristes ont également été récupérées. À cela, il faut ajouter des actions ponctuelles d'aide médicale menées au profit des patients civils par les unités au cours de leur progression. C'est une opération spontanée conduite par les forces armées burkinabées et maliennes, 2 bataillons de la force du G5 Sahel avec le soutien de Barkhane. Un ratissage qui a suscité la colère des groupes armés terroristes, selon les journalistes, car la riposte a été sanglante en territoire malien, où est basé le centre de commandement. Mais pour le général Dako, il y a lieu de relativiser. Diverses explications possibles, monsieur. Ça peut être de simples coïncidences, comme cela peut résulter également de la stratégie des groupes terroristes à empêcher la mise en place de la force conjointe. La lutte contre le terrorisme est une guerre asymétrique qui nécessite une franche collaboration de la population. Et le général commandant de rassurer que la force conjointe du G5 Sahel gagne déjà en galant en attendant son opérationnalisation annoncée pour fin mars 2018.
La capitale nigérienne abrite également une rencontre du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. 45 ans après sa création, le SILS reste confronté à un énorme défi, celui de la mobilisation interne des ressources. Ces ressources sont indispensables pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et pour la lutte contre la désertification. La question est bien inscrite au programme de la 53e session du Conseil des ministres du SILS à Niamey. Des précisions avec Draman Datia. Un conseil des ministres pour dynamiser le SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, toujours au stade de tâtonnement dans la mobilisation des ressources internes 45 ans après sa création. À ce jour, près de 5 milliards de francs CFA restent à recouvrer. Si nous ne payons pas nos cotisations, si nous ne sommes pas à jour, il y a certainement une faiblesse quelque part dans le fonctionnement et dans la mise en œuvre des projets. Nous voyons que même les bailleurs de fonds nous le reprochent, eux qui viennent à notre secours, qui viennent à notre appui pour la réalisation d'un certain nombre de projets, constatent que même un certain nombre de pays ne paient pas leurs cotisations. Le Burkina est à jour, ça je suis fier de le dire. Les mauvais payeurs sont donc appelés à apurer leurs comptes. La question sera mercredi sur la table des chefs d'État et de gouvernement des 13 pays membres du SILS, ici à Niamey. Ministres et experts se penchent également sur les réformes à opérer pour gagner le pari de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la maîtrise de l'eau et la gestion durable des terres. En attendant, le secrétariat permanent du SILS est toujours dépendant du financement extérieur. Et l'USAID renouvelle sa confiance avec près de 24 millions de dollars à investir dans des domaines bien précis. Bien entendu, l'appui au renforcement institutionnel du SILS, l'accompagnement et le renforcement du suivi des informations des marchés régionaux, l'assistance et le renforcement du rôle et des actions des CONASILS. Des actions pour redonner espoir aux populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à travers des projets et programmes de développement. Retour au Burkina Faso pour les autres titres de l'actualité. Ce 6 février, c'est la journée internationale de la tolérance à zéro aux mutilations génitales féminines. Mettre fin au MGF est une décision politique. C'est sous ce thème assez évocateur que cette journée a été commémorée au plan national. La cérémonie organisée à Ouagadougou a été présidée par l'épouse du chef de l'État qui invite notamment les élus locaux à plus d'engagement contre les MGF au Burkina Faso. Roger Kam, Estelle Judith Assorba. Un film sur l'excision projeté pour planter les décors à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines MGF. Des images choquantes et insupportables pour l'assistance. Ce sont des pratiques qui sévissent encore de nos jours en dépit de multiples actions de lutte menées au Burkina Faso. À titre illustratif, une fille de 7 jours a été victime de cette pratique en décembre dernier à Bobo-Dioulasso. C'est dire donc que le phénomène a la peau dure. Et à cette 15e édition, ce sont les élus locaux qui sont interpellés à unir leurs efforts pour gagner la bataille. Aujourd'hui, nous sommes engagés encore pour cela et nous pensons que nous devons passer à l'accélération. Parce que nous sommes à la base. Et nous pouvons mieux, en tout cas, participer à cette lutte-là. Donc nous pensons également que nous allons recevoir la formation, c'est ce qui a été dit à travers cette journée, et nous allons former tous les élus locaux, ce qui va nous permettre, chacun à son niveau, au niveau de la base de la population, et passer le message. Un engagement matérialisé ici par la signature de cette charte. À ces décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, la représentation nationale, la Cour de justice de l'UEMOA et autres activistes de la lutte donnent aussi de la voix pour dire non à cette pratique. Une synergie d'action pour venir à bout de ce phénomène. Je profite de votre canal pour encore demander l'apport de toutes et de tous sur cette lutte parce que nous voyons des acquis, mais ils sont très insuffisants. Surtout que si les gens ne le pratiquent pas dans notre pays, qui a un cadre propice juridique dans cela, ils vont ailleurs pour le faire et revenir chez nous. Donc il est important que nous puissions harmoniser les législations dans tous ces pays afin de vraiment éradiquer ce fléau.
Pour la présidente d'honneur de la lutte contre la pratique de l'excision, Mme Sika Kabouré, l'objectif est d'atteindre 0 mutilation génitale féminine d'ici à 2030. Et pour cela, il faut non seulement poursuivre la sensibilisation, mais aussi réprimer les récidivistes. Elle remercie d'ores et déjà les élus locaux pour leur engagement dans la lutte et demande à tous d'en faire autant pour l'épanouissement de la jeune fille et de la femme au Burkina Faso. Et puis, cette nouvelle qui réjouit les malades souffrant d'insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Grâce à sa coopération avec la Chine-Taïwan, le Burkina Faso vient d'acquérir une deuxième unité d'hémodialyse d'un coût de 400 millions de francs CFA. Logée au sein de l'hôpital national Blaise Compaoré, cette unité a été inaugurée ce mardi et elle a même reçu ses premiers patients. Le reportage de Alidou Badzini et Zalissa Sanfo. Bonne nouvelle au ministère de la Santé. Elle est surtout pour les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique ou aiguë nécessitant une dialyse. Désormais, le Burkina Faso dispose d'une deuxième unité d'hémodialyse. Après l'hôpital Yalgado Ouedraogo, l'hôpital Blaise Compaoré peut désormais pratiquer une dialyse. Et aussitôt inaugurée, l'unité reçoit ses premiers malades. Ils étaient en attente. On attendait ça depuis. Et à Yalgado, comme on le dit, la dialyse, on fait ça une fois tous les 5 jours. Et ça fait que vraiment c'est difficile. Si tu dois garder ton pipi en toi durant 5 jours, c'est vraiment dégoûtant. Cette unité d'hémodialyse est dotée de 12 lits de dialyse. Elle aura coûté 400 millions de francs CFA à la Chine-Taïwan. La prochaine étape, la formation, les échanges des médecins, la formation des infirmiers. Voilà. Et on souhaite de faire ça un bon exemplaire de coopération dans le domaine médical entre le Burkina Faso et Taïwan. Et pour le gouvernement, il était temps que cette unité voie le jour. La demande va croissante. Chaque année, il y a à peu près 200 nouveaux cas qui nécessitent des soins d'hémodialyse en attendant la greffe qui réglerait totalement la question. Parmi une population d'1 million de personnes, entre 500 et 1200 vont avoir un problème d'insuffisance rénale chronique nécessitant une prise en charge par la dialyse. Cela veut dire que, rapporté à la population de 19 millions de Burkinabés, nous avons globalement près de 20 000 malades, qui est un peu la demande qui est attendue et qui doit être satisfaite. Et au nom de cette demande croissante, le professeur Nicolas annonce encore que incessamment l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso ainsi que l'hôpital de Bogodougou à Ouagadougou seront dotés d'unités d'hémodialyse, puis s'en suivront les CHR. Santé toujours, des cas de varicelle ont été détectés ces derniers mois à Oli, un village de la commune de Gawa. La maladie touche aussi bien les enfants que les adultes. Les agents de santé estiment qu'il est trop tôt pour parler d'épidémie de varicelle dans ce village du sud-ouest du Burkina Faso. Mais déjà, des initiatives sont prises pour éviter la propagation de la maladie. Bassima Ians Bado et Isiaka Nana. Oli, localité située à une quinzaine de kilomètres de Gawa. Depuis le mois de décembre, plus d'une trentaine de cas de varicelle ont été enregistrés dans le centre de santé de cette localité. En décembre, on a enregistré 9 cas. En janvier, on en a eu 20. Et à compter du 26 janvier jusqu'au 1er février, aujourd'hui, on a eu 6 cas. Les signes, c'est surtout la fièvre, les céphalées et puis l'éruption cutanée. Voilà, c'est l'éruption cutanée, ça débute au niveau du cuivre chevelure. Voilà, ça prend le visage, et le tronc, et puis ça va vers les membres. Maladie virale, la varicelle est considérée comme une maladie infantile, mais qui n'épargne cependant pas les adultes. Et ça a commencé par des céphalées, algie diffuse, après ça a commencé à sortir. Et quand ça a commencé, elle ne savait pas que c'était la varicelle. Donc, c'est hier que les boutons là sont sortis.
Donc, elle s'est levée aujourd'hui pour venir aux espèces. Ils viennent partant, ils peuvent prendre 4 jours, 5 jours avant de venir. Ils se badigeonnent avec de la cendre ou la potasse ou bien un truc comme ça avant de venir. Et souvent même, c'est nous, on les aperçoit, on dit de venir prendre les médicaments pour que ça ne part pas loin. Voilà. Sinon, ils viennent rarement en consultation. Maladie bénie, selon l'infirmier chef de poste au CSPS de Oli, la varicelle se transmet le plus souvent par les contacts. Une personne qui a ça dans une famille, la promiscuité, le fait qu'ils vont s'entasser au moins 20 personnes, 15 personnes dormir dans la même condition, ça va prendre l'ampleur. Donc on les sensibilise là-dessus. Et évidemment aussi avec l'appui de nos AEC, les agents de santé à base communautaire, ils essaient de mener des sensibilisations dans chaque village. Et pour les premiers responsables du district sanitaire de Gawa, à ce stade, il serait trop tôt de parler d'épidémie. La varicelle en tant que telle, ce n'est pas une maladie sous surveillance. Mais comme il y a des cas qui apparaissent anormalement, le chiffre est anormalement élevé, c'est pour ça qu'on a collecté. Sinon, ce n'était pas une maladie sous surveillance, comme la méningite, la rougeole, ainsi de suite. Car cela ne tienne, des précautions sont prises pour limiter la propagation de la maladie. On est allé renforcer les capacités du major, si on peut s'exprimer ici. Voilà, c'est la sensibilisation des populations, l'éviction scolaire. Une fois que l'enfant est à la varicelle, on ne doit plus le laisser aller à l'école parce qu'il peut contaminer ses autres camarades. Se rendre immédiatement à l'hôpital dès les premiers signes, isoler les personnes atteintes, éviter tout contact sont entre autres mesures à adopter pour éviter ou limiter la contamination de la varicelle selon les agents de santé. Depuis quelques jours, une rumeur sur une mauvaise qualité du poisson tilapia circule au Burkina Faso. Une rumeur née du décret interdisant l'importation de ce poisson en provenance de certains pays. De nombreux consommateurs ont compris que ce poisson présente des dangers sanitaires, mais il n'en est rien selon le ministère des Ressources animales et halieutiques qui a apporté des précisions sur le sujet au cours d'une conférence de presse. Rasmani Zoundi, Zoubavier David Dabiri. Contrairement à la rumeur, la consommation du poisson tilapia importé au Burkina Faso ne comporte pas de risque sanitaire. L'information est portée ce matin à la presse par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Pour autant, les premiers responsables de ce département ne baissent pas la garde. Ils disent avoir mis en place une batterie de mesures en vue d'interdire l'importation de ce poisson en provenance de certains pays. L'alerte a été donnée depuis le 26 mai 2017 de la circulation de ce virus au niveau de l'Égypte, qui est un pays africain. Sinon, le virus existait. Il a été décrit pour la première fois en 2014 et concernait la Colombie, l'Équateur et l'Israël. Et ce n'est qu'en 2017 que la maladie est arrivée au niveau de l'Égypte, de la Thaïlande et des Philippines. Donc nous avons actuellement 6 pays qui sont concernés par l'infection. Mais ce que je voudrais d'abord avancer, c'est que c'est une maladie spécifique des poissons. Ce n'est pas une maladie transmissible aux humains. Ça veut dire qu'on peut consommer le poisson sans aucun danger. Si le risque sanitaire est écarté dans cette affaire dite de poissons contaminés, les autorités, elles, précisent ici les motivations de l'arrêté interministériel portant interdiction d'importer les tilapias des pays que sont l'Égypte, l'Équateur, la Thaïlande, les Philippines, Israël et la Colombie. Pour le directeur de la santé vétérinaire et de la législation, elles sont essentiellement économiques. Il s'agit, selon le docteur Adama Maïga, de protéger l'aquaculture burkinabé. La présence des larves, des géniteurs ou des poissons morts sous forme congelée en provenance de ces pays pourrait détruire toute l'économie aquacole et mettre en péril des milliers d'emplois, précise le vétérinaire. C'est donc plus un souci économique qu'un problème de santé publique qui justifie cette mesure, conclut le docteur vétérinaire, qui rassure que tous les types de tilapia actuellement présents sur le marché burkinabé sont propres à la consommation humaine. Le Burkina Faso produit près de 22 000 tonnes de poissons par an, selon les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques, contre une importation de près de 80 000 tonnes. Et les autorités comptent booster le secteur pour, à terme, développer une économie aquacole florissante et de limiter l'importation du poisson au Burkina Faso.
Autre point de l'actualité, la polémique continue autour de la faible production cotonnière lors de la campagne 2017-2018. Ce 6 février, un collectif d'associations et de mouvements dénommé La Lumière Citoyenne s'est prononcé sur le sujet à Bobo-Dioulasso. Ce collectif a dément l'information selon laquelle la baisse de la production cotonnière est due à la mauvaise qualité des intrants distribués par la Sofitex. Cette baisse serait plutôt due à une mauvaise pluviométrie durant la campagne écoulée. Plus de précisions avec Ahadi et Sandamba. C'est une conférence de presse pour donner leur position sur la crise qui secoue actuellement la filière coton. Pour les responsables du mouvement La Lumière Citoyenne, il n'y a pas lieu de polémiquer sur la baisse du rendement de la production cotonnière, saison 2017-2018. Une baisse qui, selon eux, est due à la mauvaise pluviométrie et non à une quelconque qualité douteuse des intrants. À la lumière de ce qui est ressorti de nos investigations sur le terrain et des témoignages recueillis auprès des différentes organisations paysannes membres de la Lumière Citoyenne, nous estimons que cette baisse de rendement a pour principale cause la mauvaise pluviométrie, car notre agriculture reste jusque-là tributaire de la pluviométrie. Des investigations menées dans les zones cotonnières des Balais, du Kénédougou et du Tui. Et c'est une position qui est soutenue également par les résultats des différentes analyses faites sur les intrants agricoles distribués par la Nationale des fibres textiles. Nous nous soumettons aux résultats des analyses faites par des laboratoires de référence. Le BUNASOL, qui est le Bureau national des sols, pour les engrais, et les laboratoires tels que le Laboratoire national de santé publique et le Laboratoire de toxicologie, environnement et santé, la thèse de l'université Ouara 1 du professeur Joseph Kizerbo pour les pesticides. La Lumière Citoyenne est un collectif de 47 associations et mouvements issus de plusieurs couches sociales ainsi que de différentes localités du pays. À cette rencontre, Daouda Ouattara n'a pas manqué de souligner que leur position ne défend personne, mais plutôt la filière coton. Et malgré cette situation d'incompréhension à la Sofitex, le coton burkinabé ne cesse d'attirer des investisseurs étrangers. La Suisse fait partie des grands importateurs du coton burkinabé et une délégation de parlementaires de ce pays est allée s'enquérir des conditions et du fonctionnement de la Sofitex. Cette visite a eu lieu hier 5 février et le reportage est de Karim Ilboudo et Kadou Romenki. La Sofitex présente un bon visage sur le marché international et la Suisse, un pays importateur de fibres textiles. D'où la présence d'une délégation des parlementaires suisses dans les locaux de la Sofitex, des partenaires soucieux de découvrir le fonctionnement de la Nationale des fibres textiles burkinabé. Ce qu'on peut voir, c'est le très grand professionnalisme dont fait preuve la Sofitex et aussi sa volonté de travailler au meilleur des producteurs et de ses clients pour pouvoir offrir une qualité maximum et un revenu maximum à l'ensemble de la chaîne. Le coton burkinabé est un des leaders, des cotons leaders sur les marchés internationaux et donc il y a beaucoup de collaboration et de travail entre les négociants suisses et la Sofitex et pour le coton burkinabé. Il se trouve qu'aussi il est important pour nos parlementaires en Suisse de pouvoir voir sur place cette filière, de la comprendre. Une visite également importante pour la Sofitex qui voit ici un partenaire acquis à sa cause. Pour la Sofitex, c'est des témoignages supplémentaires. Et ça fait une douzaine de personnes qui sont des porte-voix désormais. Nous avons fait différentes étapes et à chacune des étapes, les livres d'or sont là pour témoigner de leur satisfaction. La Sofitex a encore des défis à relever, principalement la résilience au changement climatique, car les enjeux pluviométriques, la fertilité des sols, l'état des pistes, les conditions de financement et de transport sont autant de préoccupations pour l'activité cotonnière au Burkina Faso, a laissé entendre le secrétaire général de la Sofitex.
Un mot de politique dans ce journal. La NAFA, la nouvelle alliance du Faso, dénonce ce que les leaders de ce parti qualifient de mainmise de l'exécutif dans l'affaire Djibril Bassolé relative au putsch manqué de septembre 2015. La NAFA en veut pour preuve la récente révocation du président de la Chambre de contrôle du tribunal militaire Jean-Marie Ouattara. Celui-ci avait jugé illégal l'arrêté d'assignation à résidence du général Djibril Bassolé. Les responsables de la NAFA étaient face à la presse cet après-midi même. Urbain Benito Somé et Nyarkite Eda. Date après date, les responsables de la NAFA rappellent avec insistance les péripéties dans l'affaire du coup d'État manqué et en particulier le traitement du dossier de leur champion, le général Djibril Bassolé. Se référant à la non prise en compte de l'avis du groupe de contact du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, jugeant arbitraire la détention du général Bassolé et la révocation récente du président de la Chambre de contrôle, les leaders de la NAFA se laissent convaincre, l'exécutif a une main sur le tribunal militaire. De tout ce qui précède, la NAFA condamne avec la dernière énergie les manœuvres, les manipulations et les immixtions politiciennes injustifiées de l'exécutif à tous les niveaux de la procédure judiciaire du putsch manqué. Appelle les magistrats et tous les acteurs de la justice burkinabé à travailler pour consolider l'indépendance de la justice. Il en va de la crédibilité de l'institution et du renforcement de l'état de droit. En attendant le renforcement de l'état de droit, le jugement du putsch aura lieu le 27 février prochain. Et déjà, la NAFA a des inquiétudes. On a dit que nous sommes inquiets du fait que Jean-Marie Ouattara soit remplacé à quelques semaines du procès. Parce qu'il a la mémoire du dossier et c'est lui qui avait aussi accordé la liberté provisoire à son excellence Djibril Bassolé. Le procès qui arrive peut être biaisé. Le procès qui arrive peut être biaisé. Si les juges en salle de dossier peuvent être révoqués comme ça, et on le remplace par une dame, bon, donc ce n'est pas forcément quelle soit son origine, on ne doute pas peut-être de ses compétences intellectuelles en matière judiciaire, mais pourquoi le faire remplacer par une nouvelle dame, donc on ne connaît pas, alors que le procès viendra bientôt, à partir du 27 février. Ce face-à-face avec les journalistes a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale, selon les conférenciers. Du reste, il salue la tenue du procès qui va donner enfin une lueur d'espoir aux victimes ainsi qu'aux parents des victimes. Je vous amène à présent sur le chantier de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou. Les travaux lancés en 2015 avancent à un rythme satisfaisant avec un niveau d'exécution aujourd'hui évalué à 77%. L'entreprise chargée des travaux d'y mettre les bouchées doubles pour livrer l'ouvrage à bonne date, à savoir fin novembre 2018. Le constat avec Paul-David Bambara et Moumouni Soubeiga. 27 mois après le lancement des travaux, l'échangeur du Nord a déjà pris forme. Les terrassements, les travaux de génie civil et autres sont quasiment terminés. Aujourd'hui, il nous reste à finir totalement les structures de chaussée et quelques remblais. Terminer le coulage du tablier du dernier ouvrage, donc qui se fera le 8 février. Et ensuite, toute la partie finition de chaussée, donc les enrobés, la signalisation horizontale, les bandes blanches, la signalisation verticale, les panneaux, et toutes les signalisations de bordure, d'assainissement et d'éclairage public. À l'heure actuelle, l'entreprise Soja Satom et la mission de contrôle évaluent le niveau d'exécution à plus de 75%. Et pour en arriver là, l'entreprise a dû mobiliser environ 1000 ouvriers. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à environ 72% donc du délai consommé et pour un avancement de 77%. Voilà, c'est dire donc que les travaux sont légèrement en avance par rapport donc au délai consommé. Au final, c'est un échangeur moderne que l'entreprise entend mettre à la disposition des usagers. Elle prévoit des voies spéciales à toutes les sorties de la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, y compris là où nous sommes, c'était auparavant à l'intérieur des bassins du barrage numéro 2. Donc on était dans l'eau en fait. Donc toute la zone a été purgée, puis remblayée. On a simplement créé une digue aval et une digue amont pour pouvoir inscrire l'échangeur. Néanmoins, le fonctionnement des barrages, barrage numéro 1, 2, puis 3, n'ont absolument pas été modifiés. Les niveaux de déversement d'un barrage vers l'autre a été totalement conservé, avec même une amélioration de la capacité de transit entre le barrage numéro 1 et le barrage numéro 2, donc qui va améliorer, faciliter le fonctionnement des barrages dans le futur. Absolument aucune modification dans le niveau des barrages, donc pas de risque à craindre sur le barrage numéro 1.
C'est la dernière ligne droite et la consigne, c'est d'aller à la fois vite et bien, car il faut respecter les délais contractuels. Nous avons l'avantage d'avoir une entreprise qui est organisée et nous avons comme appui au niveau de la mission de contrôle le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui est là en tant que contrôle de qualité. Donc ensemble, nous menons donc notre tâche de contrôle et surveillance de la qualité des travaux. Et je puis vous assurer que, en toute conscience, nous faisons donc notre travail normalement et tout se déroule bien. En attendant, les riverains et autres usagers sont obligés de prendre leur mal en patience. Le coût total de réalisation de l'échangeur du Nord est estimé à 70 milliards de francs CFA. L'inauguration est prévue pour fin novembre 2018. À l'international, là, depuis hier lundi, un mouvement de panique envahit les marchés boursiers. Ces marchés connaissent une dégringolade aux États-Unis, en Europe et en Asie. Alors que les investisseurs redoutent une inflation généralisée, les experts parlent d'une baisse passagère de la bourse et rassurent que l'économie mondiale se porte bien. La bourse de New York continue de donner des sueurs froides. Après un lundi noir marqué par une baisse de 4,6%, l'indice Dow Jones a perdu 2% ce mardi à l'ouverture avant de repasser dans le vert. Un véritable mouvement de panique avait soufflé la veille sur Wall Street sur fond d'augmentation des salaires aux États-Unis et de crainte d'inflation et de hausse des taux d'intérêt. Des marchés qui dégringolent alors que paradoxalement tous les indicateurs sont au vert aux États-Unis et que l'année 2017 avait été marquée par un fort optimisme boursier. Ce que les investisseurs redoutent, c'est une surchauffe de l'économie. Wall Street a entraîné dans son sillage les places boursières européennes. À la mi-journée, les bourses de Francfort et Paris perdaient plus de 2%. Dégringolade aussi sur les places asiatiques. À Tokyo, l'indice Nikkei a perdu plus de 4,7%. La bourse de Hong Kong a cédé plus de 5%. La majorité des experts tablent toutefois sur une baisse passagère en soulignant la bonne santé de l'économie mondiale. L'actualité en Afrique est plutôt marquée par les élections municipales en Guinée, le procès de Khalifa Sall, ancien maire du Sénégal, de Dakar, et la crise au sein de l'ANC en Afrique du Sud. Tous ces sujets sont commentés par les quotidiens burkinabés dans leur parution de ce 6 février. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. En Afrique du Sud, l'ANC plonge sur le sort de Zuma, titre Sidoaya, englué dans les scandales à tiroir qui vont de la réfection de sa résidence de Nkandlé au rapport incestueux avec le lobby financier de la famille Gupta. Zuma assurément est devenu un boulet pour l'ANC, explique aujourd'hui au Faso. En vérité, poursuit ce journal, c'est un bras de fer entre le patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, et Jacob Zuma. Ceux qui réclament son départ veulent qu'il cède sa place au nouveau chef du parti. Ils redoutent une débâcle aux élections générales de 2019 si le président Zuma restait au pouvoir, indique Sidoaya. D'ores et déjà, conclu aujourd'hui au Faso, c'est une triste fin pour celui qui a été le compagnon de Nelson Mandela et qui n'a pas su se faire accompagner par une parcelle de l'aura de cet homme. Autre point de l'actualité internationale évoqué par la presse nationale, le procès du maire de Dakar. Ce procès est un procès politique, ce sont les premiers mots de Khalifa Sall ce lundi matin à l'audience, indique Sidoaya. D'après l'observateur Palga, cette posture de victime politique ne lui sied pas du tout. Pour ce journal, il gagnerait à aller au-delà de l'agit-propre et à préparer sa défense afin de se laver des accusations qui souillent sa moralité susceptible de briser sa carrière politique. Quant au journal Le Pays, il revient sur les élections municipales en Guinée-Conakry et manifeste son étonnement quant au faible taux de participation et aux fraudes constatées. Ce journal s'attendait à mieux en termes de mobilisation des électeurs et même d'organisation pour des élections réclamées à corps et à cri depuis fort longtemps et d'autant plus qu'il s'agissait d'élections de proximité. Une fois de plus, déplore Le Pays, la Guinée s'illustre de la pire des manières en renvoyant l'image de mauvais élèves de la démocratie, pourvu que les éventuelles réclamations se limitent au seul cadre de la légalité constitutionnelle et ne se transposent pas dans la rue, espère ce journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.